Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères.
À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. Le 7 janvier 1610, le célèbre astronome italien Galileo Galilei a fait une découverte étonnante à l'aide de son télescope fait maison. 4 lunes en orbite autour de la planète Jupiter. D'ailleurs, de nos jours, tu peux fabriquer ta propre version de son télescope en utilisant des tubes en carton, des lentilles et de la superglue. Le principe de ce télescope est de placer 2 lentilles à la bonne distance l'une de l'autre. Tu auras besoin de 2 lentilles, une concave et une convexe. Autrement dit, une incurvée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier télescope de Galilée était capable de grossir les objets environ 8 fois. Il a continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un facteur de grossissement d'environ 20. Mais revenons à l'histoire principale. Lorsqu'il a aperçu pour la première fois ces 4 lunes de Jupiter, il a cru qu'il regardait simplement un amas d'étoiles. Mais il a vite remarqué que ces objets spatiaux semblaient se déplacer selon un schéma régulier.
Il lui a fallu quelques semaines pour comprendre que ce qu'il voyait n'était pas des étoiles, mais des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Galilée a d'abord nommé ces lunes 1, 2, 3 et 4. Mais soyons honnêtes, ce n'étaient pas les noms les plus créatifs. Comme d'autres lunes de notre galaxie ont été découvertes par la suite, le système numérique pour les nommer est devenu confus et peu pratique, et il n'a duré que quelques siècles. De nos jours, ces 4 satellites les plus grands de Jupiter se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. On les appelle collectivement les lunes galiléennes en l'honneur de l'homme qui les a remarquées le premier. La découverte de Galilée a été cruciale pour notre compréhension ultérieure de l'astronomie. Au départ, on croyait que les autres objets tournaient autour de la Terre puisqu'elle était considérée comme le centre de l'univers. Nous savons maintenant qu'il y a des centaines de lunes dans notre système solaire. Cependant, on ne découvre pas si souvent de grandes lunes comme celle découverte par Galilée. Une lune est considérée comme grande lorsqu'elle est de la taille de notre planète, voire plus grande. Ganymède, par exemple, est plus grande que Mercure. En fait, on qualifie Ganymède de lune simplement parce qu'elle tourne autour de Jupiter. Sinon, elle a toutes les autres caractéristiques d'une planète. Ce n'est pas une surprise que Jupiter est les plus grosses lunes du système solaire. Elle surpasse toutes les autres planètes en taille et en masse, et il n'est donc pas étonnant qu'elle ait attiré beaucoup d'autres objets vers elle. On pense que Jupiter possède au total près de 80 lunes, dont seulement 53 ont reçu un nom officiel à ce jour. La première de ces lunes jupitériennes à être découverte par Galilée a été Io. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a beaucoup de volcans. Io est le seul objet spatial à avoir des volcans actifs dans notre système solaire, à part la Terre. Elle est aussi surnommée la lune de feu et de glace, à cause de ses champs de neige composés de dioxyde de soufre. La couche extérieure d'Io est tachetée avec de multiples couleurs comme l'orange, le noir, le jaune, le blanc et le rouge. C'est probablement la raison pour laquelle la NASA l'a décrite comme une pizza géante couverte de fromage fondu et d'éclaboussures de tomates et d'olives mûres. À cause de ce soufre, Io ne sent pas très bon, une odeur semblable à celle d'un œuf pourri. Il y a plus de 100 montagnes à la surface de cette lune, et elles sont beaucoup plus grandes que celles que nous voyons sur Terre. Certaines sont même plus hautes que l'Everest. En moyenne, ces chaînes de montagnes mesurent 6000 mètres de haut et 157 km de long. À cause de ces volcans actifs et des radiations intenses sur Io, il y a peu de chances que la vie telle que nous la connaissons puisse exister ici. Mais qui peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir une autre forme de vie ? La lune suivante sur la liste des lunes galiléennes est Europe, la plus petite des 4. Sa taille est comparable à celle de notre propre lune. Europe a une surface entièrement glacée, avec juste quelques cratères disséminés ici et là. Grâce à cette couche extérieure, Europe est très réfléchissante, ce qui en fait l'une des lunes les plus brillantes. Quant à son âge, les scientifiques pensent que sa surface a entre 20 et 180 millions d'années, tandis que la Lune elle-même a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui se cache sous cette surface glacée est impressionnant. Elle pourrait même détenir le secret de la vie en dehors de la Terre. La glace se forme ici de 2 façons. La première est la congélation, un processus plutôt explicite. La glace grandit simplement à mesure que le milieu environnant devient de plus en plus froid. L'autre méthode est beaucoup plus fascinante. Une couche d'eau surfondue, se trouvant sous l'enveloppe de glace, réagit lorsqu'elle est agitée. Elle génère alors ces cristaux qui donnent l'impression qu'il neige à l'envers, flottant vers le haut jusqu'à la couche de glace sous laquelle il se trouve. Tu peux recréer cet environnement toi-même à la maison. Prends une bouteille d'eau purifiée et mets-la au congélateur. Si tu n'as pas d'eau purifiée à proximité, fais simplement bouillir de l'eau plusieurs fois pour te débarrasser d'autant d'impuretés que possible. Comme il n'y aura pas de particules à l'intérieur, une fois dans le congélateur, elle ne deviendra pas solide. Mais si tu sors ensuite la bouteille du congélateur et que tu la secoues, l'impact fera rapidement cristalliser l'eau, lui donnant une consistance semblable à de la neige fondue. Il y a peut-être de l'eau sur Europe, mais jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la vie existe sur cette lune. Cependant, c'est l'une des meilleures candidates du système solaire pour une habitabilité potentielle. Certaines formes de vie pourraient s'adapter pour vivre dans son océan sous la glace.
Cet environnement est très probablement similaire à celui que l'on trouve dans les évents hydrothermaux de notre planète, cachés au plus profond de nos océans. La quantité d'oxygène dans l'atmosphère d'Europe est très faible, mais en 2013, la NASA a trouvé des indices prometteurs qui soutiennent encore une fois la théorie selon laquelle il y a un potentiel de vie sur cette Lune. En effet, il semble qu'Europe pourrait éjecter de l'eau dans l'espace. Si cela est confirmé par de futures observations, cela pourrait aussi signifier qu'Europe est géologiquement active. Cela pourrait aussi s'avérer utile si nous parvenons un jour à en étudier les sources d'eau. La plus grande des lunes galiléennes est Ganymède. C'est aussi la plus grosse lune de notre système solaire tout court. C'est un objet spatial de faible densité dont la taille est similaire à celle de Mercure, mais qui représente seulement la moitié de sa masse. Cependant, Ganymède est la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Il est toutefois assez faible et nous pouvons à peine le remarquer depuis la Terre, car il est éclipsé par le champ magnétique beaucoup plus puissant de Jupiter. Un autre aspect intéressant de Ganymède est que son atmosphère contient de l'oxygène. Mais ne t'emballe pas trop, c'est loin d'être suffisant pour que des formes de vie y prolifèrent. En décembre 2021, un clip audio de 50 secondes a été publié. Il avait été enregistré par la sonde de la NASA lors de son survol de Ganymède. Pour les non-initiés, les sons ressemblaient davantage à ceux d'une vieille connexion Internet. Mais en raison de ses airs excentriques, Ganymède a rapidement été surnommée la lune chantante de Jupiter. Enfin, pour clôturer la liste des lunes galiléennes, on trouve Callisto, ou l'objet le plus fortement cratérisé de notre système solaire. Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que son paysage a à peine changé depuis sa formation, et les scientifiques débattent encore de la raison de ce phénomène. La plupart des autres objets spatiaux subissent des tas de changements tout au long de leur vie, en raison d'événements comme des collisions avec d'autres objets, des changements d'orientation ou de vitesse, ou des réactions chimiques qui se produisent à leur surface. Callisto a aussi à peu près la taille de la planète Mercure, mais sa densité est également plus faible. Le champ magnétique de Jupiter a un impact moindre sur Callisto, car cette dernière est la plus éloignée de la géante gazeuse. On estime que sa surface a un âge stupéfiant de 4 milliards d'années. Contrairement à Io, Callisto n'est pas géologiquement active, mais les scientifiques pensent qu'un océan pourrait se cacher sous sa surface, qui pourrait potentiellement abriter de la vie. Le fait qu'elle soit moins touchée par le champ magnétique de Jupiter signifie qu'elle présente des niveaux de radiation plus faibles. Étant donné cet environnement approprié, nous finirons peut-être par y installer un jour une base humaine en vue d'une exploration future. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années, et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée.
Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés,
les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de série, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés, les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit.